ça ne sera pas directement au sujet de Jean Genet. Ça fait très longtemps que je ne parle plus de Jean Genet. Et donc j'ai appelé ça simplement Notes pour Pasolini. 90 notes pour Pasolini. Ça dure à peu près 30 minutes. On peut y aller ? Pourquoi Pétrole en particulier à Grenoble, ou disons pourquoi ce livre génère chez moi une certaine obsession? C'est parce que donc, le personnage principal de Pétrole est un ingénieur. Et à Grenoble, il y a énormément d'ingénieurs. Cet ingénieur s'appelle Carlo. Et Carlo, au tout début de Pétrole, est divisé en deux entités. Carlo est très dépressif et il se jette par la fenêtre. Et donc, Carlo est divisé en deux hommes. Ces deux hommes sont Carlo I, l'ingénieur, et Carlo II. Carlo II est aussi appelé Karl, et Karl est un érotomane. C'est un prédateur sexuel. Donc il va utiliser son corps et son emprise sur les corps des autres, finalement d'une manière aussi assez capitaliste, disons, de consommation des corps. Dans l'érotomanie de Karl, on peut voir aussi sans doute une lecture, mais assez complexe quand même, justement du consumérisme et, disons, de l'emprise du capital sur toutes les ressources, qu'elles soient humaines, naturelles, intellectuelles. Le Carlo érotomane, le prédateur, est en relation avec le cosmos. Il est en relation avec la nature. Il est en relation avec tout ce qui se manifeste autour de lui comme appartenant, disons, au domaine incontrôlable de ce que pourraient être les arbres, le ciel, la lune, la texture dufteuse d'une fleur, etc., etc. Donc chaque fois que Carlo assouvit une de ses pulsions sexuelles, il entre ensuite en relation avec tout ce qui l'entoure dans le monde naturel, on va dire. Et Carlo, ce Carlo-là, donc Karl, est tout à fait émancipé par rapport à des désirs matériels. Il est complètement en deçà ou en delà du monde de la consommation. Carlo ne consomme pas, Carlo n'a pas de besoin. Carlo peut exister dans un monde sur lequel le capital n'a aucune prise. Cependant que Carlo II, Karl, assouvit ses pulsions sexuelles et enrichit donc son rapport avec le cosmos, Carlo l'ingénieur élabore ou poursuit une carrière dans le domaine des recherches pétrolières. Carlo l'ingénieur voyage dans différents pays, en Libye, au Moyen-Orient, dans différents pays d'Afrique, pour aller donc y extraire des ressources naturelles et pour, disons, contribuer à agrandir l'empire de l'ENI. Donc, qu'est-ce que l'ENI? L'ENI, c'est l'Entente Nazionale Idrocarburi, la Société nationale d'exploitation des hydrocarbures, c'est-à-dire la Société nationale d'exploitation du pétrole. Et l'ENI est marqué par un événement assez tragique et une histoire aussi politique très complexe, puisque la personne qui fonde l'ENI dans les années 50 s'appelle Enrico Mattei. Et Enrico Mattei est une figure très spéciale de l'histoire italienne, puisque c'est un entrepreneur, c'est un businessman, mais qui va soutenir financièrement les mouvements d'indépendance, notamment en Algérie. Enrico Mattei disparaît dans un accident d'avion en 1962 et évidemment beaucoup de personnes vont s'interroger sur la nature de cet accident qui vraisemblablement n'en est pas un et serait un assassinat. Tout ce qui entoure, disons, la mort de Mattei est extrêmement énigmatique, comme la plupart des affaires à ce moment-là en Italie et comme l'assassinat de Pasolini. À la suite de Mattei, c'est un autre personnage qui va lui succéder à la tête de l'ENI, qui s'appelle Eugenio Sefis. Et Eugenio Sefis est un personnage, pour le coup, extrêmement maléfique et mauvais, sur lequel se penche
Pasolini dans Pétrole. Dans Pétrole, Pasolini parle abondamment d'un personnage qui s'appelle Troia. Troia, c'est ses fils, Tchéfis. En tout cas, Tchéfis est l'auteur d'un discours qui s'intitule « Ma patrie s'appelle multinationale ». Donc c'est un fervent défenseur du capitalisme. Et disons, dans ce discours, il articule l'idée que les multinationales, en se dotant, par exemple, de forces de police, ou disons de forces répressives, de forces pour les protéger, pour protéger leurs intérêts, pour protéger les intérêts du capital, pourraient, dans un même mouvement, protéger la population, par exemple. Donc on voit bien comment sont articulés dans la tête de Tchéfis à la fois le profit, le capital et la répression. Mais du coup, ce film, c'est quoi? C'est Mama Roma. Mama Roma, ouais. Troisième remarque, il y en a 3. Je vais essayer de mettre une image pour ne pas être tout seul sur scène et retrouver... Hop. Voilà. Donc ce sont 90 notes pour Pasolini. 1. Je voulais inviter Lily Renaud-Devar pour parler avec moi de Pasolini. Lily Renaud-Devar est une artiste plasticienne. Elle avait fait appel à moi pour une performance à Glasgow sur Jean Genet. 2. J'avais reçu un email de Claire Jackson. This is Claire Jackson, the curator from Tramway Contemporary Art Center in Glasgow. I'm getting in touch about Lily Renaud-Devar event on November 13 at Tramway. Lily would like you to fly over for the event to take part in a conversation with her about Genet and her work. The discussion will focus on Genet and specifically the film Un chant d'amour within the context of Lily's project for Nottingham and Tramway, which includes the group of new sculptures by the artist entitled Four Walls Speaking of Revolt, Media and Beauty, conceived as a monument dedicated to Jean Genet's political writings. I believe she has been in touch to confirm this. Tramway will cover flight, per diem, hotel, and we would be delighted if you could make it for the event. 3. J'avais pris un vol de Dublin. Nous nous étions rencontrés la veille de la performance dans un restaurant indien de Glasgow. Nous étions assis dans une salle au premier étage et l'on pouvait voir une rivière par la fenêtre. Elle m'avait conté d'où elle venait et moi de même. 4. Par la suite, elle a fait une exposition au Palais de Tokyo intitulée « Salut, je m'appelle Lily et nous sommes plusieurs », largement consacrée à Pasolini. L'exposition se divisait en 2. D'un côté, une salle autour d'un film du collectif Gruppo Petrolio, dans lequel Lily et ses étudiants ont fait l'expérience de la lecture du livre Pétrole de Pasolini et dont on a vu un extrait à l'instant. Ça parle, dit Lily à propos de pétrole, de masculinité, de pouvoir, de corruption et aussi de questions sexuelles. C'est cette lecture, dit-elle, qui m'a amené assez loin dans le questionnement de ce qu'est la masculinité. De l'autre côté, une salle où était déployée la reconstitution d'une trattoria romaine. 6. Le héros de Pétrole aussi est coupé en 2. Il est double. Il se voit son corps suicidé à terre. Carlo est dédoublé. Un premier Carlo, ingénieur en hydrocarbures, navigue dans les coulisses du pouvoir politique et économique, tandis que le second est un érotomane à la poursuite de rencontres transgressives. Au cours de l'histoire, une deuxième métamorphose s'opérera lorsque Carlo deviendra femme. 7. Lorsqu'on est divisé, le corps ici, le cœur là, on ne peut écrire quelque chose de complet. Inversement, une vie vécue donne des livres vivants ou sains. 8. Je reviens à Lily. Elle a beaucoup travaillé autour de figures masculines qu'elle a réinterprétées
des figures comme Guillaume Dustan, je n'ai pas vu, Jean Genet, j'y étais, ou Sun Ra, je me souviens d'une performance avec sa mère au Centre Pompidou. 8 ou 9. Le film Gruppo Petrolio a été pensé, écrit et produit collectivement, d'où le sous-titre de l'exposition « Je suis plusieurs ». Il pose la question de ce qu'est un collectif. Ce collectif n'existe pas vraiment, puisqu'il est composé principalement d'étudiants et d'étudiantes qui vont et qui viennent. Et l'objectif ultime de la vie des étudiants, dit-elle, c'est d'avoir ses diplômes et de ne plus être étudiant. Autrement dit, être un bon étudiant ou une bonne étudiante, c'est travailler à sa disparition. C'est donc un collectif instable. 9. Dans l'exposition, il y a des décors, par exemple le décor de la trattoria. C'est une trattoria qui est une reproduction, mais pas fidèle, du dernier restaurant où Pasolini a mangé avant d'être assassiné. Lili l'a aussi utilisé comme salle de cours à la HED à Genève, où elle enseignait et où elle a commencé à lire Pétrole. 10. Lili dit encore qu'une des œuvres qui l'a le plus marquée est une performance de l'afro-américaine Adrienne Piper, intitulée Untitled at Max Kansas City en 1970. 11. Année de la mort de mon père et code PIN de mon téléphone. 12. Il s'agit d'une performance de jeunesse dans laquelle Adrienne Piper se promène dans un bar, à l'époque très prisé de la scène artistique new-yorkaise, les yeux recouverts d'un masque, les mains gantées de cuir noir, cherchant par ce geste à s'isoler du contexte social et glamour de l'art et à ne subir aucune influence. Lili dit aimer l'aspect très passif-agressif, voire snob, de cette œuvre d'une extrême simplicité, qui rend visible la construction sociale et collective de l'artiste. L'artiste est un produit d'un contexte spécifique. Pour autant, chercher à transgresser par des modes d'être et de vivre cette évidence lui semble important. 13. J'avais rencontré le travail de Lili au travers d'une série de vidéos dans lesquelles, nue, le corps couvert de cirage noir, elle se filme dansant dans son atelier et dans des salles d'exposition, reproduisant des poses tirées de performances de l'artiste et musicienne Cosè Fanni Tutti et plus tard des pas de danse de Joséphine Baker. Ce travail, qui interroge les dynamiques de pouvoir présentes dans les relations entre les individus et les institutions, entre la vie privée et les situations publiques, fait certainement écho à Pasolini. 14. L'artiste a décrit comment rassembler un aussi grand nombre de ses vidéos tournées sur une quinzaine d'années était un peu comme publier des passages de son journal intime. 15. Au moment de la réception du prix Marcel Duchamp, à la question « Faites-vous de l'art politique ?», Lili avait répondu « Je ne me suis jamais formulé clairement ce que je faisais de l'art politique. Je ne crois d'ailleurs pas vraiment à cette catégorie en tant que telle. Je crois plutôt à des manières de faire, des processus qui sont politiques, comme donner la parole à celles et ceux qui m'entourent, faire entendre des projets politiques de figures du passé et les réintégrer dans le présent à travers des décalages et des réinterprétations. Tout cela ne vient qu'en le faisant, à travers l'expérience et dans la durée, et ne procède jamais de décision a priori. 16. Après notre performance à Glasgow, quelques années après, Lili m'a invité au magasin à Grenoble pour une autre performance. Nous avions été dans un bar avec les étudiants et les étudiantes, et de manière tout à fait informelle, je devais répondre à des questions sur Jean Genet aux étudiants et aux étudiantes qui s'intéressaient au sujet, tandis que d'autres parlaient d'autre chose ou allaient fumer une cigarette à l'extérieur du café. Lili m'avait raconté, 18, comme elle enseignait dans sa chambre d'hôtel. 19. Au moment du crépuscule du soir, j'avais demandé à Lili « Alors, laquelle tu me donnes ?»
Et Lily avait parlé à l'une des étudiantes, je ne sais plus. Nous étions partis, une étudiante et moi, en direction de l'hôtel. 20. Elle était noire, d'une beauté si parfaite et inhumaine qu'elle en paraissait presque métallique, à part la couleur de sa peau. 21. La pauvreté de la chambre était sans espoir. Elle était petite et très chaude. La salle de bain à proximité immédiate du lit, le lit double, sale, quoique fait avec un soin touchant, 2 chaises, une commode. 22. Je me souviens avoir vu sur le lit ses sous-vêtements souillés par la merde. 23. L'étudiante s'était vidée dans la cuvette des toilettes à côté du lit, et moi aussi. Et dans le crépuscule du matin, il y avait une forte odeur de merde et de vomi dans la chambre. Nous étions restés là, nus sur le lit, avant que nous rejoignions Lily à l'hôtel pour la poursuite de notre travail. 24. De son film Gruppo Petrolio, dont elle m'a envoyé les liens après que je l'ai revu récemment, une quinzaine en tout, avec plein de mots de passe sur Vimeo. Elle m'avait dit « Attention, j'ai perdu beaucoup d'amis avec ça ». Cette phrase m'avait angoissé. C'était une plaisanterie de sa part. 25. J'ai donc revu Lily l'an passé à une projection à la Cinémathèque du Centre Pompidou. C'était même la dernière projection avant fermeture de l'institution. Il y avait toutes sortes de discours pour dire que cette fin, ce crépuscule, n'en était pas un ou une et que ça allait continuer, rouvrir ailleurs. 26. Crépuscule du matin, crépuscule du soir. 27. On avait regardé un film signé de cette réalisatrice, Sarah Maldoror, née Marguerite Sarah Ducado en 1929 et qui a épousé tous les engagements du XXe siècle. Le surréalisme, la négritude, le panafricanisme, le féminisme et le communisme. C'était plutôt une œuvre hybride, un reenactment, une reconstitution ou une restitution, j'aime bien ce mot, d'une interview de Sarah Maldoror réalisée par Marguerite Duras à propos des nègres de Jean Genet et parue dans France Observateur le 20 février 1958. Cet entretien était rejoué dans le film de Sarah Maldoror, intitulé « La reine des nègres vous parle des blancs » et repris par Leonora Miano et Josiane Balasco, présentes sur la scène ce soir-là à la Cinémathèque du Centre Pompidou. 28. La reprise de l'entretien de Sarah Maldoror avec Marguerite Duras avait été suivie du court-métrage intitulé « Et les chiens se taisaient » avec Gabriel Glissant et Sarah Maldoror. Le film se déroule dans les réserves du Musée de l'Homme, au milieu des statues et des masques des collections africaines, et dans lequel un homme déclame devant sa mère un long poème contre l'esclavage. 29. Ce film m'évoque celui de Pasolini, dont j'avais envie de parler, Carnet de notes pour une Orestie africaine, dont j'aurais souhaité vous montrer des extraits et que j'aurais voulu rapprocher, si j'en avais eu le temps, du film Dahomey d'Alice Diop, tant les deux films ont semblé proches. Le second peut même, d'une certaine façon, être considéré comme un reenactment de celui de Pasolini. L'un et l'autre, divisés en leur milieu, et qui, dans mon souvenir, et dans leur deuxième partie, dans Dahomey comme dans Carnet de notes pour une Orestie africaine, réunissent dans une université des jeunes étudiants et étudiantes qui discutent du sujet du film et de ses conséquences. 30. En effet, comme il l'avait déjà fait dans les notes pour un film sur l'Inde, le cinéaste italien soumet son interprétation du mythe à la critique des populations du tiers-monde, comme on disait, concernées par le film Affaires. C'est la séquence du débat avec les Africains à l'université de Rome. De même, la cinéaste franco-sénégalaise laisse les étudiantes et les étudiants
aborder librement la question des restitutions de ces œuvres d'art pillées au XIXe siècle et restituées au Bénin par la France en 2021. 31. Cette méthode pasolinienne rappelle l'anthropologie partagée défendue par Jean Rouch, la méthode du feedback habituelle chez lui, permettant aux individus concernés de donner leur avis sur le film en cours de tournage ou de montage. 32. Dans le film de Pasolini, les étudiants et les étudiantes ne se privent pas de souligner les biais, les clichés, les assignations, voire les appropriations gênantes. Pasolini ne nierait-il pas la diversité des États africains en parlant de l'Afrique comme d'une réalité uniforme? Ne parle-t-il pas de tribalisme un peu à la légère? Peut-il réellement affirmer que la civilisation européenne a apporté la démocratie en Afrique? 33. De même, on pourrait questionner ce concept Afrique, qui, selon Pasolini, noue ensemble la force révolutionnaire du peuple sous-prolétaire et un espace géographique, ça a été dit, allant des Borgate romaines et de l'Italie méridionale au Moyen-Orient. Ou encore cette idée que dans l'Afrique née de la décolonisation, il est peut-être encore possible de lutter pour la préservation des cultures ancestrales et favoriser leur féconde intégration dans la modernisation en cours. Ou bien encore, cette idée que le tiers-monde, encore préservé de ce que le cinéaste appellera un second fascisme, celui du néo-capitalisme, serait la terre de cette innocence. 34. On pourrait encore interroger la façon dont, dans Repérage en Palestine, pour l'Évangile selon saint Matthieu, fidèle à son idéal primitiviste marxiste, Pasolini oppose la modernité des villes et des campagnes israéliennes à la pauvreté des villages arabes, ainsi qu'au rayonnement pré-chrétien, entre guillemets, supposé se dégager des visages de ce qu'il nomme le sous-prolétariat arabe, et comme, s'identifiant au Christ, qui reviendrait, il n'est pas à la rencontre des uns et des autres, des Bédouins aux habitants d'un kibboutz, faisant résonner de manière politique et contemporaine la démarche de Jésus. 35. On noterait que les objections soulevées par ses interlocuteurs n'infléchissent en rien le cours du film. Toutefois, la décision d'intégrer ces séquences au montage révèle leur importance, tout comme le retour permanent de la caméra de Pasolini dans Carnet de notes pour une Orestie africaine sur le visage de l'étudiant le plus sceptique, le plus virulent, le plus critique, le plus en guerre contre le monde. 36. Je ne me suis intéressé jusqu'ici dans mon travail qu'à des hommes ou des femmes en guerre avec eux-mêmes et avec le monde. 37. Ça me fait penser que j'ai vécu une drôle d'histoire avec Leonora Miano, mais je ne veux pas la dire aujourd'hui. Disons que je vivais à Toronto, où un soir j'avais regardé par hasard Carnet de notes pour une Orestie africaine. J'avais suggéré le nom de Miano au directeur du Festival international d'auteurs de Toronto, Roland Gulliver, un nom qui ne s'invente pas. Il l'avait retenu dans sa programmation. Plus tôt, sur les conseils de Wajdi Mouawad, j'avais lu L'impératif transgressif. C'est un recueil de textes prononcés lors de différentes conférences, dans lequel l'autrice évoque les interrogations qui informent son œuvre romanesque et théâtrale, en particulier choix des mots pour appréhender la mise en esclavage d'hommes et de femmes subsahariens et leur déportation dans le Nouveau Monde, rôle des Africains dans cette entreprise liberticide, refus du racial et l'explication psychologisante de l'invention du noir, entre guillemets, compréhension des identités africaines et afro-diasporiques. Pour abréger,
Léonora Miano est venue, elle a présenté son livre Crépuscule du tourment devant une salle clairsemée. Elle a parlé très éloquemment de son livre dans lequel 4 femmes s'adressent au même homme, sa mère, une amante, une compagne et sa sœur. 51. De quel tourment est-ce le crépuscule? Celui du dominateur mâle, celui du colonisateur blanc, celui des femmes noires? 52. Crépuscule du matin, crépuscule du soir. 53. Léonora Miano écrit, je cite, « Si l'expérience des subsahariennes représente une autre langue dont leurs sœurs blanches pourraient tirer profit, c'est que, loin de se définir par ce qu'elles subissent, les femmes d'Afrique donnent l'exemple d'une extraordinaire confiance en soi. » 54. Après son intervention, j'avais été la saluer. Elle avait sorti de son sac le seul exemplaire qu'elle avait transporté durant son vol transatlantique, m'avait-elle dit, un exemplaire de Stardust qu'elle m'avait spécialement apporté. Et au cours de notre discussion sur Édouard Glissant, elle m'avait dit la fatigue, sa fille, cette lassitude. 55. Autobiographie écrite 20 ans plus tôt et jamais publiée jusque-là, Stardust livre le récit de l'errance de cette jeune femme de 23 ans, Louise, et de son bébé d'1 an, Bliss, échoué dans un centre d'hébergement pour femmes, le CHRS de Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris. 56. Je la cite. « Tout est gris, au mieux marron sale, un cachot des solitudes. Quel est ce lieu? Crimée, une presqu'île ukrainienne, dans la mer Noire, une guerre. Il paraît que c'est hardcore. L'envie de reculer, de s'enfuir à toutes jambes la traverse. 57. Il est donc question de guerre, de génocide, des étudiants et des étudiantes. 58. Je m'arrête ici dans cette partie de mon discours, de mon intervention, sur la fameuse méthode des appunti. Entre 1968 et 1969, Pasolini tourne en Afrique et à Rome le carnet de notes pour une Orestie africaine, présenté comme une suite de notes filmées sur un film à faire. Le carnet de notes est une forme nouvelle qui se refuse à toute catégorisation hâtive. Carnet de notes pour une Orestie africaine n'est ni un documentaire, pas un film, pas un livre. Pensons ici au réalisateur iranien Jafar Panahi et à « Ceci n'est pas un film ». Un film iranien réalisé par le réalisateur. Le film traite de la difficulté d'être cinéaste en Iran et a été présenté hors compétition au Festival de Cannes en 2011. Il est dédié à tous les cinéastes iraniens. 60. Dans ce film, Jafar Panahi, qui avait été condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 20 ans d'interdiction de travail, entreprend de raconter la mise en scène de son film interdit sur le décor unique dont il dispose, le tapis de son salon. 61. Ainsi, le film qui n'est pas un film se transforme en un échange entre les 2 protagonistes assis dans ce salon, une réflexion sur la difficulté d'exprimer son art dans une société où la censure fait loi. 62. Les appunti sont donc les carnets de notes visuels que Pier Paolo Pasolini a fabriqués tout au long de sa carrière cinématographique, des films impossibles à achever qui documentent des œuvres futures et restent suspendus entre repérage, documentaire et rêve d'une fiction. Repérage en Palestine pour l'Évangile selon saint Matthieu, notes pour un film sur l'Inde, carnet de notes pour une Orestie africaine, ne sont qu'en quelques-uns de ces films documentaires réalisés par Pasolini, jusqu'à sa mort en 1975. 63. Chaque film finit donc par produire et exposer humblement sa mise en échec. L'Évangile ne se tournera pas dans le contexte repéré au Proche-Orient et les travaux indiens et africains resteront à l'état d'hypothèse. 64. Le problème véritablement brûlant et actuel dans les années 70, dit Pasolini à cette époque,
est la transformation des Érini, esprit femelle de la justice et de la vengeance, en Euménides, des créatures souterraines et bienveillantes qui vivent aux enfers dans le Tartare. Autrement dit, l'apparition des déesses de l'irrationalité dans un monde rationnel. 65. La décision de faire incarner les Érini au moyen d'arbres secoués par le vent, plutôt que par des Africains tatoués. Dans le texte d'Échille, l'action des Érini est rendue par le verbe pnain, qui signifie souffle. Ce choix de figurer les Érini par des arbres agités par le vent est pour moi une des plus belles décisions de ce film. Tout est sain. Le casque de verdure l'emporte sur ton élégance. 67. La traduction de l'Oresti par Pasolini, fin 59, est une commande de l'acteur Vittorio Gassman, dont la mise en scène pour le théâtre grec de Syracuse en 1960 reposait déjà sur un déplacement africain de la pièce avec totems et ballets. 68. Dans un texte accompagnant sa traduction, Pasolini écrit « S'être jeté sur le texte pour le dévorer comme une bête sauvage, tranquillement, comme un chien sur un os. » 69. On pourrait y voir un geste totalement assumé d'appropriation culturelle, c'est-à-dire de la façon dont une culture dominante utilise un élément d'une culture dominée, de colonialisme culturel ou, selon Bell Hooks, d'une façon de manger l'autre. 70. Toutefois, plutôt que d'appropriation culturelle, on parlerait plus volontiers de déplacement poétique, voire simplement de traduction. 71. Je pense ici à Souleymane Bachir Diagne, pour lequel la traduction est un geste d'hospitalité. Et le traducteur, en mettant en contact deux langues, et même si nous savons qu'entre les idiomes il existe une hiérarchie, des langues qui ont plus de poids et de prestige que d'autres, reflétant domination et inégalité, fait apparaître la relation de réciprocité qu'il crée. À propos de traduction, je m'arrête un instant. Pasolini traduit Échille, Cecatti traduit Pasolini. J'ai plaisir à lire Pétrole, à quoi je viens maintenant, vers la conclusion, en pensant au traducteur. La traduction ne laisse jamais voir le traducteur, mais justement, je peux alors penser à René de Cecatti, dont je sais qu'il a par ailleurs traduit la Divine Comédie, de Chic, la nuit, au crépuscule du soir ou du matin, dans des chambres d'hôtel, comme un exercice, une méditation pour enregistrer le temps. 73. J'aime que René soit le traducteur discret, assuré, amical de Pétrole, et qu'il accomplisse en traduisant ce livre de guerre un geste de charité. Charité, comme le précise Souleymane Bachir Diagne, de supposer que le locuteur et moi-même partageons la même logique et, ultimement, la même humanité. 74. Le terme appunto, qu'arborent les titres de plusieurs de ses réalisations cinématographiques, expose un parti pris quant à la manière d'écrire, qui sera donc également repris par Pasolini dans son travail littéraire posthume Pétrole. 75. La recherche de Sith, ça s'écrit S-I-2-T, écrit Pasolini à propos du tournage des 1001 nuits, dans un article paru dans le magazine Playboy en septembre 1973. La recherche de Sith fut un peu plus inhabituelle. Je le cite. J'ai cherché parmi toutes les prostituées d'Asmara, ces jeunes filles douces et touchantes qui, même devenues femmes, ne perdent jamais leur pureté. Entre parenthèses, le sexe semble n'avoir aucun lien avec le péché. Fermez la parenthèse.
Celles qui m'ont le plus frappé étaient leurs jeunes servantes. Par exemple, j'avais déjà trouvé une cite dans un local pour prostituées en dehors du quartier que j'ai mentionné. C'était la cour intérieure d'une de ces maisons d'Asmara dont j'ai dit qu'il n'y avait pas de mots en italien pour les décrire. C'était le soir. Les lumières étaient allumées et devant les portes des chambres, des prostituées, des vases d'où s'échappaient des fumées d'encens, de quelques braises presque oranges. La pauvreté était sans espoir. Sol en terre battue, murs nus, crasses. Les portes des chambres des prostituées étaient toutes grandes ouvertes et on pouvait voir à l'intérieur le lit double, sale, quoique fait avec un soin touchant. Quelques chaises, une commode. Un petit canapé où 2 ou 3 filles étaient assises ensemble, se peignant les cheveux. Et entre les chambres d'une prostituée et d'une autre, il y avait celle d'une petite famille anonyme, un vieil homme, une femme et des enfants. Il s'agissait en fait de la chambre d'un prêtre. Dans chacune des chambres des prostituées se tenait une jeune servante. 76. On retrouve littéralement cette scène qui m'a longtemps obsédé dans Pétrole. Et je m'en suis souvenu lorsque René m'a invité à Chaminadour. 77. Elle se poursuit ainsi dans le livre posthume. Note 41, achat d'un esclave. Je cite. Et les filles furent amenées à leur tour, et comme selon un ordre donné, elles commencèrent à se déshabiller. Cela ne se produisit pas sans une certaine gaieté de leur part. Elles riaient, comme rient les paysannes, avec un grand resplendissement de dents. En regardant l'acheteur avec une certaine hardiesse, presque moqueuse. Parenthèse. C'est-à-dire comme si du fond de leur négritude, elles considéraient ce blanc autre, entre guillemets, exactement comme ils les considéraient finalement. Il n'y avait pas de possibilité de rencontre dans une telle étrangeté mutuelle. Pas même une rencontre de caractère moralement négatif, dramatique, scandaleux, comme celui qui existe entre quelqu'un qui achète un être humain et celui qui est acheté. De toute évidence, ces femmes se sentaient si différentes, tellement éloignées de l'homme qui les achetait, qu'elles considéraient leur acte comme inexistant, ou du moins ne concernant pas leur vie réelle. 77. C'est alors que Tristram, nom donné à cette métamorphose du héros de Pétrole, Tristram a une apparition. Je cite. Il s'agissait d'une fillette de 12 ou 13 ans, peut-être de moins encore. Elle était d'une beauté si parfaite et inhumaine qu'elle paraissait presque métallique, à part la couleur de sa peau. Un petit masque du Bénin, aux traits gravés et absolus comme végétaux. Tristram avait décidé, c'était elle qu'il voulait acheter. 78. À propos de cette fille, dans l'article paru dans Playboy, Pasolini précise qu'elle appartenait sans doute à une tribu qui a pour coutume, je le cite, de couturer la vulve des filles, pour la simple raison qu'elles sont censées être vierges au moment du mariage. La méthode est efficace, objectivement, poursuit-il dans Playboy, car elle confère à ces femmes, célèbres pour cela, une insouciance et une liberté encore plus apparente que chez les femmes des autres tribus. 79. Tristram se retrouve dans sa villa avec son esclave. La scène se clôt ainsi dans Pétrole, je cite. Dans le secret de sa petite villa, où il pouvait tranquillement, entre guillemets, faire comme bon lui semblait en toute impunité, étant donné que personne n'aurait eu rien à redire sur sa conduite de citoyen du Commonwealth, alors qu'il s'employait à écrire des articles,
par lesquels avait-il calculé il se payerait son voyage, il commença ses pratiques de mise en application de la philosophie du boudoir. Par exemple, pendant tout le temps où il restait à son secrétaire à écrire, sa petite esclave noire était tenue de rester justement sous la table avec le membre de son maître dans la bouche, même s'il n'était pas nécessairement en érection. 80. Il y a plusieurs années, je suis déjà revenu sur cette scène, ou plutôt j'ai trouvé dans Sade, à quoi Pasolini fait ici allusion, lors d'une intervention dans un séminaire sur les choses auquel m'avait invité Laurence Bertrand d'Orléac à Antibes, à la Fondation Artung Bergman, et dans lequel je suis intervenu sur les objets ready-made de Marcel Duchamp, mais aussi sur la transformation de l'humain en chose au XXe siècle. J'avais donc trouvé dans Sade une note de voyage qui pouvait éclairer cette scène de pétrole, d'un peu de lumière, qui n'est pas celle des lumières, Aufklärung, ou alors relève de l'aspect destructif des lumières, l'autodestruction de la raison et la régression vers la mythologie. 81. À Naples, en janvier 1776, le marquis voit dans le bâtiment des Chartreux de Saint-Martin un Christ de Michel-Ange fait, dit-on, écrit-il, sur la nature même d'un modèle crucifié. Je cite Sade. À l'inspection du morceau, on reconnaît facilement qu'il n'a pu être saisi, autant de vérité dont il est, sans que le modèle fût effectivement sous ses yeux, lié et garrotté. Reste à savoir s'il l'a vraiment crucifié pour saisir sur la nature même ces instants précieux de vérité qu'on ne peut trouver que là. Peut-être eût-il bien fait de le faire pour atteindre à la perfection, mais le morceau n'y est pas. Et je ne crois pas conséquemment qu'il l'ait fait parce que Michel-Ange, comme un autre, avait des préjugés. Et le préjugé fut et sera toujours l'écueil du vrai talent. 82. Plus loin, enfin, dans ce voyage d'Italie, alors que Sade se trouve dans la même ville, cette fois au Palais Farnèse, sur le mont Posillipe, il voit un portrait par Titien de sa servante. Sade précise alors, à propos des artistes philosophes et de leurs droits, je cite, « On dit qu'elle, sa servante, lui servait à plus d'un usage. Ce sont de ces espèces de meubles physiques dont un artiste et un homme de lettres peut difficilement se passer. Il est bon d'en avoir çà et là à ses ordres. La nature se satisfait et la tête ne se démonte pas. » 83. Les historiens d'art ne s'interrogent ici en général que sur la provenance de l'anecdote au sujet de Michel-Ange qui apparaît comme un topos de l'histoire de l'art. Passons sur les détails. À aucun moment on ne s'interroge sur le fond de l'affaire, cette rêverie obsédée d'esclavage, à savoir, pour l'artiste, le philosophe artiste, sinon l'écrivain, la vocation à traiter l'humain comme une chose, ce que Sade nomme un meuble physique. 84. Ce sont de ces espèces de meubles physiques dont un artiste et un homme de lettres peut difficilement se passer. Il est bon d'en avoir çà et là à ses ordres. La nature se satisfait et la tête ne se démonte pas. L'amour, conclut Sade, n'est pas fait pour un homme qui travaille. 85. Je pourrais m'arrêter là, je dirais encore un mot, c'est la fin. Lili dit un peu plus loin, dans un des derniers épisodes de Gruppo Petrolio, elle est en Norvège, pays du pétrole. Maintenant, j'essaye aussi de prendre le contrôle de nouvelles personnes. Elles sont jeunes et ne savent peut-être pas quelles difficultés elles rencontrent. 87. Note 72F, la merde, vision, paragraphe 26. Je cite. « Nous sommes vers la fin de la vision. Quelle fatigue. Quelle angoisse cela m'a coûté de la décrire.
Je ne veux pas le dire au lecteur. Il me suffira de lui rappeler qu'il est atroce de vivre et de connaître un monde où les yeux ne savent plus accorder un regard. Je ne dis pas d'amour, mais pas même de curiosité ou de sympathie. Bien que je sois désormais content du désert, entre guillemets, j'éprouve, à y penser, un de ces élans qui d'ordinaire empêchent de s'exprimer ou de parler civilement. Seuls ceux qui aiment souffrent de voir que les personnes qu'ils aiment changent. Ceux qui n'aiment pas ne s'en aperçoivent même pas. Les politiques se fichent des pauvres. Les intellectuels se fichent des étudiants ou des étudiantes. Et donc, non seulement ils ne souffrent pas de leur changement, mais précisément, ils ne s'en aperçoivent même pas. Et il ne s'agit même pas d'ailleurs d'un simple changement, fût-il douloureux, en tant que dégradant. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un génocide, au sens propre. 88. Il ne m'est plus nécessaire de comprendre l'autre, écrit Glissant, c'est-à-dire de le réduire au modèle de ma propre transparence pour vivre avec cet autre ou construire avec lui, affirme le poète, écrivain et philosophe martiniquais. 89. Je crois, moi, qu'il est mort de l'opacité de l'autre. Avance Glissant au sujet du poète Victor Ségalen dans le chapitre « Pour l'opacité », dans la dernière section de « Poétique de la relation ». 90. Mort de la contradiction vécue entre son ethnocentrisme d'Européen blanc et sa générosité absolue et incomplète qui le poussait, lui, à se réaliser ailleurs. Pourtant, suggère Glissant, le respect des opacités mutuelles eût suffi.